Bonjour, vous voulez commencer à faire de la teinture végétale, vous ne savez pas exactement quel matériel il vous faut pour commencer? Je vais tout vous expliquer, vous êtes sur la chaîne de Casolab, bienvenue! Et voilà, donc voici l'ensemble du setup complet que j'ai sélectionné et que je vais vous présenter et qui normalement devrait vous permettre de bien vous amuser et faire plein de teintures végétales. Donc en premier lieu et le plus important, un grand récipient en inox. Alors inox c'est pour moi complètement indispensable car les récipients qui sont en aluminium, voire cuivre ou en fer s'oxydent et les oxydes d'aluminium, de cuivre et de fer après vont modifier vos teintures. Donc l'inox c'est vraiment la matière que vous devez utiliser pour vos récipients casseroles ou fait-tout. En premier, le mieux c'est de prendre un grand récipient de 15-20 litres car au moins il vous permettra de nettoyer et de mordancer facilement en fait vos vêtements et vos tissus. Ce qui est vraiment indispensable, c'est d'avoir une grosse quantité de liquide pour que le mordançage ou même le nettoyage se fasse bien quand vous traitez vos tissus avant de faire vos teintures. Et après, ça vous permet même des petites quantités de les faire dedans pour des bonnes teintures. Donc aussi des saladiers, en inox aussi. Alors moi j'ai différents formats, ça me permet après de faire des postes-bains avec des oxydes de fer, du sulfate de fer, sulfate d'aluminium ou du sulfate de cuivre ou même du tanin, enfin ça vous permet de gérer après les postes-bains de vos teintures. On y reviendra plus tard. Et les grands saladiers, une fois que vous aurez fini votre teinture, il va falloir aussi filtrer en fait vos bains de teinture et avoir un deuxième récipient. Ça vous permet, avec une passoire aussi en inox, de filtrer vos bains de teinture et de récupérer en fait les matières végétales pour les enlever des bains et pouvoir après teindre vos tissus ou vos vêtements. Alors évidemment, tous ces récipients ne sont utilisables que pour faire de la teinture. Moi je n'utilise pas pour faire d'autres choses après. Il y a toujours des résidus de plantes ou de produits comme l'alun ou certains sulfates qu'il ne faut surtout pas consommer au risque de s'intoxiquer avec. Donc une fois que vous commencez à utiliser ces ustensiles là pour faire de la teinture, vous ne l'utilisez plus que pour ça. Moi je n'utilise pas pour autre chose en fait mes récipients, c'est uniquement pour faire de la teinture. Donc si c'est juste pour faire une ou deux fois de la teinture, c'est vrai que c'est un peu embêtant de devoir bloquer ce genre de récipient pour ça, mais il vaut mieux pas l'utiliser pour autre chose. Après aussi divers récipients gradués pour vous permettre de mesurer les quantités d'eau pour faire vos bains de teinture, ou du vinaigre ou différents composants pour faire vos bains aussi de mordançage. Moi j'ai aussi plusieurs cuillères aussi en bois que j'utilise aussi pour éviter de les mélanger avec celles qui ont du tanin, celles qui ont des oxydes de fer par exemple, ou différents mélanges, et ça évite après des pollutions dans vos bains de teinture. Petite cuillère à soupe aussi pour mesurer après les ingrédients que vous allez utiliser pour faire vos teintures. Un autre outil aussi qui est très utile et quasiment indispensable, un thermomètre de cuisine. Ça vous permet de prendre la température dans votre casserole pendant les bains et éviter de faire trop chauffer. Des fois ça peut être des bains où il faut monter graduellement en température ou pas dépasser certaines températures. Et donc il vaut mieux bien gérer ce facteur là quand on fait de la teinture. Après, une paire de gants qui soient bien isolants. La paire de gants que j'avais précédemment était trop fine et ça me brûlait les mains quand je le faisais. Là c'est une paire de gants de jardinage qui est doublée et très épais en tissu, ce qui permet de ne plus avoir ce genre de soucis et de presser après. Donc aussi deux balances pour ma part, une balance de précision, une balance de cuisine. La balance de précision n'atteint pas des grosses quantités plus élevées que 500 grammes, donc j'utilise après la balance de cuisine pour les plus grosses quantités et les poids plus importants.
Et alors, je le répète, tous ces ustensiles ne sont pas faits pour être utilisés à autre chose que la teinture. C'est vraiment très très important. Il faut vraiment que vous les laissiez après que pour faire ça, au risque après d'avoir des dépôts qui restent au fond et de risquer après de vous intoxiquer avec les produits qui sont utilisés. Je rappelle aussi qu'en teinture, on concentre beaucoup de plantes pour faire un jus qui est très très concentré après en principe actif. Et autant en teinture c'est très utile pour teindre le tissu, mais en même temps ça concentre aussi tous les effets, tous les principes qu'il y a dedans les plantes, et ça peut être après toxique quand c'est très concentré. Donc pareil, des dépôts de plantes, de certaines plantes, peuvent après être pas très très bons pour la santé. Donc c'est pas fait pour être bu ni mangé, c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas pour autre chose que la teinture. Bien, maintenant on va passer aux produits dont vous aurez besoin pour commencer à faire les teintures végétales. Donc je vous détaille déjà tout et après on parlera un peu de l'utilisation. Donc de la soude, du vinaigre d'alcool. Après là c'est des sachets de produits que moi j'achète en boutique en ligne, dans des boutiques spécialisées sur internet. Je vous donnerai quelques liens après en description. Donc c'est des gros conditionnements en sachet comme ça. Voilà, donc là c'est du tartre, de la crème de tartre. Donc après du carbonate de calcium. Donc c'est de la craie ça en fait, c'est facile. Alors ça, ces deux produits là, c'est pas du tout des produits toxiques. On l'utilise même dans l'alimentation, la pâtisserie et dans d'autres choses, ou même la cosmétique. Après là, bon là il ne me reste plus beaucoup, c'est de l'alun de potassium. Donc là ça va être celui-là qui servira comme ingrédient principal pour faire du mordançage. Alors là c'est du sulfate de fer. Ici de l'oxalate de titane. Alors je vous conseille de prendre des petits pots comme ça pour une fois que vous avez vos sachets, les retransvaser dans un petit pot. L'utilisation après sera plus simple quand ils sont en pot, c'est plus facilement manipulable. Les sachets tout le temps avec la cuillère on en met partout. Donc je vous conseille de les mettre dans des pots et de penser après à étiqueter pour pas les reconfondre les produits entre eux. Donc oxalate de titane, bon là c'est du sulfate de fer que j'ai mis sous pot. Ça c'est de l'acétate d'alun déjà prêt, qu'on trouve en poudre aussi, donc pour le mordançage. Et là aussi pour le mordançage, alors ça c'est de l'extrait de noix de Galles. Ça c'est de l'extrait que j'ai acheté en boutique, et ça c'est à partir de noix de Galles que j'ai trouvé dans la nature et que j'ai extrait en fait des noix de Galles. Donc c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc ça c'est à peu près tous les produits. Donc la soude, ça sert et pour nettoyer vos tissus avant de les mordancer, car souvent les tissus neufs ou même les vêtements qui sont neufs, ils ont subi en fait des préparations afin de faciliter la fabrication pour le tissu. C'est au niveau du tissage en fait. Ils mettent des apprêts pour que les fils glissent plus facilement dans les machines ou que le tissu tienne mieux. Donc tous ces apprêts là il faut les enlever, de même que pour les vêtements c'est pareil. Ils sont enduits de tous ces produits qu'il faut enlever avant de mordancer, autrement le mordançage se fera moins facilement. Après au niveau du mordançage, quand on veut préparer un acétate d'alun, vous aurez donc besoin de soude, de vinaigre d'alcool, soit de carbonate de calcium, soit de crème de tartre, et évidemment de l'alun de potassium, c'est ce que j'utilise moi. Et donc ces ingrédients là serviront pour faire un acétate d'alun et le mordançage. Autrement, l'acétate d'alun, quand vous l'achetez en poudre, ça permettra de faire moins de manipulation et moins de mélange. C'est vrai que c'est plus simple à utiliser et on en a besoin de moins grosse quantité en fait que de l'alun pur. Après, donc le sulfate de fer et l'oxalate de titane ou l'oxyde de titane, c'est des ingrédients, des produits qu'on utilise souvent au poste-bain et qui servent en fait à modifier les couleurs
de vos teintures. Le sulfate de fer, souvent ça s'utilise quand on fait des tanins, des teintures avec des fortes concentrations de tanins qui renforcent après les couleurs. Donc tous ces produits là, je vous conseille quand même de les mettre sous clé si vous avez des jeunes enfants, faire attention qu'ils n'y touchent pas. De même que vous, faites attention en les manipulant. Les acétates d'Alain sont pas très bons pour la santé, donc je vous conseille de faire attention quand vous manipulez aussi ces produits là, de ne pas en mettre partout, de bien nettoyer vos espaces de travail aussi quand vous les utilisez, et après de mettre sous clé dans un meuble ou quelque chose pour éviter que vos jeunes enfants ne jouent avec. Donc de toute façon après je reviendrai en détail un peu aussi sur tous ces produits dans une prochaine vidéo où je détaillerai un peu plus d'informations. On parlera d'autres choses aussi qui existent et qui sont utilisées en teinture végétale. On verra aussi les différents noms que peuvent revêtir tous ces produits et les différentes formes qui existent, comme l'Alain qui existe sous différentes formes, et donc il faut faire attention à celles qu'on utilise. Le carbonate de calcium qui aussi est connu sous divers noms, et que suivant le teinturier ou les personnes ou le livre que vous lisez, il peut être appelé sous différentes appellations comme de la craie, du blanc de melun ou d'autres choses. Ce qui peut des fois apporter un peu à confusion. Enfin, moi je sais qu'au début j'étais très confus au niveau des appellations des produits, car entre le nom scientifique, le nom commun, l'appellation contrôlée d'un certain lieu comme le blanc de Meudon, qui peut un peu prêter à confusion, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se repérer là-dedans, hein. Donc on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. J'espère en tout cas que celle-ci aura apporté quelques réponses pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce qu'il va falloir que vous ayez pour pouvoir commencer à travailler et à expérimenter. Alors n'oubliez pas aussi de vous abonner sur la chaîne, laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu, vous pouvez aussi laisser des commentaires en dessous. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, et à très bientôt. Allez, bye!